Bonjour et bienvenue, je suis Damien Leduc, l'un des chefs de l'Atelier des Chefs et aujourd'hui nous sommes ensemble pour un cours de cuisine exceptionnel avec Aoste. Et ce soir donc nous allons travailler pendant 1 heure sur 2 recettes. La première recette, comme je le disais tout à l'heure, le tiramisu d'été au jambon de Bayonne Aoste Sélection. Donc le jambon, on va en faire des chips, ça va ajouter de la texture et beaucoup d'assaisonnement à notre préparation qui sera très onctueuse. Et ensuite un palais de jambon cru Aoste aux figues et au parmesan. Alors ça va nous faire des petites pièces cocktail. Toutes les recettes sont pour 6 personnes. À la maison, les pesées sont déjà prêtes. Les produits, le matériel, n'oubliez pas le chat que vous avez sur votre droite. Je reçois vos questions en direct. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez messieurs, dames, c'est parti pour 1 heure de cuisine ensemble. Alors tout d'abord, on va faire des petites préparations qui vont nous servir dans le temps sur notre heure de travail. Première chose, le four à mettre à préchauffer à 180 degrés en chaleur tournante pour la cuisson de nos sablés, puisqu'on va faire un petit sablé au parmesan pour notre tiramisu et on va aussi faire les chips de jambon. Donc le four à 180 degrés en chaleur tournante. Voilà, une fois que cela est fait, on va maintenant récupérer les figues pour la recette des palais. On va commencer par le tiramisu aujourd'hui, mais la toute petite manipulation que nous allons faire avec nos figues séchées tout de suite, c'est de les mettre un petit peu à réhydrater. Donc on va les mettre dans un bol avec un petit peu d'eau froide, histoire qu'elles reprennent un petit peu de texture. Mado me demande, j'ai des abricots secs, au lieu des figues. Est-ce que cela va? Oui, bien sûr, ça ira très bien. Allez, je récupère un petit saladier. Je sors 2 saladiers même, puisque nous allons mettre un saladier au réfrigérateur, puisque pour notre tiramisu, nous allons monter une crème en chantilly. Donc pour avoir une crème qui a une bonne tenue, n'hésitez pas à mettre le saladier dans lequel vous allez monter votre crème, pour que le saladier soit bien froid, pour avoir une crème bien dense. Allez, je mets ça au réfrigérateur, on y revient plus tard. Nos figues, je les mets dans le saladier et je remplis mon saladier d'eau et on les égouttera au bout d'à peu près 20 minutes. Allez, maintenant on va passer donc à la recette de notre tiramisu. Donc pour notre tiramisu, nous avons besoin, on va faire donc un sablé au parmesan aujourd'hui. Donc on a besoin de poudre d'amande, de parmesan râpé, de farine, de tomates confites, d'une pièce d'œuf. Ça c'est la recette, pas la purée de tomates confites, on va d'abord faire notre sablé. Donc pour notre sablé, nous avons tous ces ingrédients et le beurre aussi. Donc on va mettre tous ces éléments, sauf l'œuf bien sûr, dans un grand saladier et on va travailler notre pâte un petit peu comme un crumble. Si vous avez l'habitude à la maison de faire le crumble, on veut toujours obtenir un sable grossier. Eh bien, c'est ce qu'on recherche avec notre recette pour sa base. Ensuite, on va rajouter la pièce d'œuf et c'est ce qui va créer la liaison de notre pâte. Donc je mets la farine, le parmesan, la poudre d'amande, le beurre, et je vais travailler tous ces éléments afin d'obtenir un sable grossier. Donc je travaille avec ma main. Donc ça va nous faire un biscuit très craquant à base de parmesan. On va ensuite, une fois qu'on aura réalisé notre pâte, on va ensuite la mettre au réfrigérateur pour qu'elle prenne en densité pour faciliter la cuisson et surtout le taillage, puisque le taillage de ce biscuit va se faire vraiment à la sortie du four, puisque si on le laisse refroidir, qu'est-ce qui va se passer? Le biscuit va devenir très craquant. Justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle sablé. Et on ne veut pas non plus le tailler en début de cuisson, puisque le sablé va bouger pendant la cuisson. Il risque de s'étaler un petit peu sur votre plaque, puisqu'on utilise quand même pas mal de beurre. Et ça risque de bouger un petit peu, donc on taille juste à la sortie du four. Ashley me demande, peut-on faire fondre le beurre au micro-ondes? Ah bah non, on veut un beurre quand même qui soit à température, qu'on puisse travailler. Si on met le beurre à fondre au micro-ondes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une pâte grossière, on va avoir une pâte homogène, on va pas avoir de sable grossier, ça va nous faire vraiment une grosse boule de pâte. Alors que là, regardez, j'obtiens mon sable grossier.
J'ai bien mélangé l'ensemble. Voilà. Nico de Bourges me demande, je ne suis pas fan de tomates séchées. Par quoi puis-je les remplacer? Un petit peu de pesto, de la tapenade d'olive noire, pourquoi pas. Pour rester un petit peu dans l'idée italienne, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On pourrait mettre, pourquoi pas, un petit peu de fenouil confit. Hein. Maintenant, on arrive à les trouver dans les épiceries fines. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Bah, c'est déjà pas mal, je pense. Mais la tapenade, hein, c'est le meilleur moyen hein, pour avoir un petit peu l'idée hein, du tiramisu vraiment méditerranéen. Donc tapenade pour remplacer la purée de tomates, ça ira très bien. Allez, j'ajoute la pièce d'œuf dans le mélange. Je sors une spatule et je mélange l'ensemble. Regardez, ma pâte hein, commence à faire une boule grâce à l'œuf. Ça crée de l'élasticité. Voilà. Notre pâte est réalisée. Hein, vous voyez, ça va très très vite. Donc, je récupère la pâte qui reste sur ma petite spatule. Une feuille de papier sulfurisé. Alors, dans cette feuille, je vais glisser la pâte comme ceci. Regardez, hein, on a une bonne boule de pâte bien homogène. Voilà, je la pose au milieu de mon papier sulfurisé. Je replie mon papier par-dessus. Je récupère un rouleau à pâtisserie. Et on va étaler cette pâte à sabler sur à peu près 2 à 5 mm grand maximum d'épaisseur. Très important d'utiliser le papier sulfurisé hein, puisqu'on est sur une pâte qui est très très grasse. Et puis si vous l'étalez directement avec le rouleau à pâtisserie sans mettre de papier sulfurisé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la pâte va coller au rouleau. Alors on vérifie l'épaisseur. Ah, voilà, on a nos 2 mm. Alors, on veut quelque chose de bien lisse. Hein. Donc si on a quelques à-coups hein, à cause du rouleau sur la pâte, on n'hésite pas à repasser légèrement pour affiner l'ensemble et avoir quelque chose de bien droit. Voilà, notre pâte est étalée. On va maintenant la mettre au réfrigérateur avant de la passer en cuisson. Question de Digidem. Je n'ai trouvé que de la sauce tomate. La sauce de tomate séchée, est-ce que ça va? Ça risque d'être un petit peu humide hein, pour notre préparation. Alors, petite astuce avec votre sauce de tomate séchée. Vous la mettez à chauffer doucement, enfin sur un feu moyen. Hein. Moi, ma plaque va jusqu'à 15, je la ferai chauffer à 7. Et on va la faire réduire un petit peu, hein, cette purée de tomate cette sauce de tomate séchée. Et ensuite, on la réfrigère. Hein, une fois qu'elle est bien réduite, hein, qu'on obtient une belle onctuosité, on la met dans un récipient. On la met au frais, on la laisse bien reprendre avant de l'incorporer à notre chantilly. Sinon, hein, si on incorpore un élément chaud dans notre élément très froid, on risque de faire retomber toute la chantilly. Donc, il faudra la faire réduire au préalable, hein, puisque si vous ajoutez votre sauce de tomate séchée directement dans votre crème, eh bien, ça va liquéfier l'ensemble. Hein. Regardez la texture de ma purée de tomate séchée. On a vraiment quand même de la texture hein, dans l'ensemble. Regardez. Voilà, hein, on a vraiment une consistance de purée. Donc c'est bien de faire réduire votre sauce pour obtenir ce résultat. Allez, maintenant, justement, hein, on va passer au reste de la recette. Donc les chips, on les fera vraiment au tout dernier moment aujourd'hui, puisque justement les chips cuiront quand on fera nos palets de figues. Hein. On va les laisser pendant à peu près 10 à 15 minutes au four, hein, en vérifiant assez régulièrement pour avoir une belle couleur et avoir une chips de jambon bien sèche. Allez. Donc, on fait notre crème, l'appareil pour le tiramisu. Donc, pour l'appareil à tiramisu, nous avons besoin de 250 g de mascarpone, d'à peu près 15 centilitres de crème, notre saladier qu'on a mis au réfrigérateur, la purée de tomates confites et le basilic. Alors, dans un premier temps, on va faire notre petite préparation, c'est-à-dire on va tailler le basilic, on va le ciseler finement. Donc, je récupère un grand couteau, on va effeuiller le basilic dans un premier temps. Alors vous pouvez remarquer hein, que mes crèmes
ma mascarpone et ma crème sont bien restés au réfrigérateur hein, pour avoir vraiment tous les éléments bien froids pour faire la crème chantilly. C'est le secret. Hein, pour faire une belle chantilly bien ferme, vraiment avoir tous les éléments froids. Hein, le saladier, le produit, toujours bien garder ça en tête, puisqu'en fait, hein, c'est simplement emprisonner des petites bulles dans du gras. Hein, c'est ça qui crée une chantilly. Donc plus le gras sera figé, plus les bulles hein, resteront très facilement dans notre crème. Allez, j'effeuille le basilic. Alors je ne garde pas les tiges, on pourrait les garder pour faire un petit bouillon de légumes, hein, si on a quelques parures de légumes, si on a quelques épluchures. Mais bon là pour cette recette on ne va pas les garder. Je superpose toutes mes feuilles de basilic les unes aux autres, comme ceci. Une fois qu'elles sont toutes superposées, je les roule sur elles-mêmes pour obtenir un petit cylindre, comme ceci, et avec mon couteau, je taille finement le basilic. Je retaille mes herbes dans l'autre sens pour avoir une certaine finesse, hein, puisque notre crème, on ne veut pas hein, de retrouver de fils de basilic à l'intérieur. Donc essayez quand même de tailler votre basilic bien finement. Un petit récipient. Et on ajoutera notre basilic à notre crème quand elle sera montée. Donc je récupère le saladier que j'ai mis au frais tout à l'heure. Je récupère aussi mon fouet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon batteur à œuf? Il est là. Voilà, un petit batteur à œuf. Hein, un petit batteur à main comme ceci, ça suffit largement. Je mets la crème dans mon saladier bien froid. Je branche le batteur. Et avant de monter ma crème chantilly, nous allons, avec une cuillère à soupe, travailler un petit peu notre mascarpone pour le détendre légèrement. Hein, regardez, avec une cuillère, je le travaille un petit peu. Comme ça, ça va faciliter l'incorporation de notre mascarpone à la crème chantilly. Voilà, je mets la mascarpone de côté, ma purée de tomates confites, mon basilic. Je vais aussi rapprocher le sel et le poivre pour assaisonner notre crème. Et je monte ma crème. Alors pour monter la crème, on va commencer sur une vitesse relativement basse. On peut voir tout de suite ces bulles qui viennent se mettre en surface de la crème. Et ces bulles, on va essayer de les incorporer au gras de notre crème. Quand je parle de gras de crème, il faut vraiment comprendre qu'avec une crème liquide à 0% de matière grasse, on n'obtiendra jamais une chantilly. Il faut de la matière grasse pour que notre crème tienne bien. Voilà, dès qu'on commence à voir la crème qui change légèrement de texture, j'augmente la vitesse de mon fouet. Question de Nico de Bourges, est-ce que la chantilly peut se faire aussi avec de la crème épaisse? Oui, on peut, oui, ça va la durcir au bout d'un moment. Alors le problème avec la crème fraîche épaisse, c'est qu'elle a beaucoup d'acidité. Donc en termes de chantilly, on n'aura pas un goût extraordinaire. Mais la crème épaisse contient du gras, on peut la monter. Regardez, ma crème a encore changé de texture. J'augmente encore le fouet. Et dès que je vais commencer à voir les sillons, les sillons c'est les traces que laisse le fouet dans la crème, je vais mettre mon fouet au maximum. On commence à les voir très légèrement. Voilà, regardez, là on les voit les sillons. On est en train de les laisser et j'augmente au maximum
mon fouet. Alors regardez, la crème commence à prendre de la densité. On y est presque. Là, je suis en train de la serrer. Alors si on continue à battre notre crème, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons obtenir du beurre. C'est comme ça qu'on fait le beurre, c'est-à-dire qu'on bat de la crème fortement, à outrance, et on se retrouve à un moment donné avec le gras d'un côté et les éléments humides et protéiniques de l'autre. Voilà, regardez, ma crème est bien montée, je la retourne, elle ne bouge pas. C'est que la chantilly est bien montée. Je rince mon fouet. On va passer aussi un petit coup de propre, puisque avec le batteur, on peut mettre un petit peu de crème un petit peu partout. Donc un petit coup de sopalin. Voilà. Je récupère la mascarpone. Et une maryse. Alors une maryse, c'est ce petit ustensile qui est assez souple et qui va permettre de mélanger très facilement notre crème à notre mascarpone. Chantal me demande, est-il important de tourner le saladier? Alors moi, je préfère, souvent je fais ça, je préfère tourner le saladier et d'avoir la main qui tient le fouet fixe, puisque qu'est-ce qui se passe quand on a tendance à un petit peu trop bouger? Eh bien, les éclaboussures sont un petit peu plus importantes. J'en ai eu quand même, je ne vais pas vous dire que mon poste était bien propre à la fin d'avoir monté ma chantilly, mais ça permet de faire moins de projection. Je récupère une partie. Alors je retravaille un petit peu la mascarpone puisqu'elle est encore un petit peu dense, parce qu'elle est bien fraîche, c'est aussi pour ça. Je l'ajoute dans ma crème. Et je l'ajoute délicatement avec ma maryse. Chloé me demande, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de mascarpone? Bah non, il n'y en a qu'une. C'est comme si vous me demandiez, oui, enfin si, il y en a d'autres, mais ça ne peut pas avoir l'appellation mascarpone, puisque mascarpone, c'est un petit peu comme la mozzarella, c'est comme aussi le parmesan, c'est comme les fromages qui sont assez atypiques. Souvent, on essaye de les revisiter. Nadine me demande, il ne faut pas soulever la masse comme pour des blancs d'œufs. Bah si, regardez Nadine, j'ai tendance à le faire. Bon, je la travaille, c'est vrai, un petit peu plus que si c'était des blancs d'œufs, mais forcément, parce que la mascarpone ajoute de la densité à ma crème. Donc au final, le fait de rajouter la mascarpone dans la crème ne va pas la faire retomber automatiquement. On a quand même une préparation qui est très dense, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment quand je vais rajouter la purée de tomates confites et le basilic que là, on va être délicat. Puisque là, on rajoute de l'humidité dans notre ensemble, on risque peut-être de faire retomber un petit peu notre crème. Donc je récupère ma purée de tomates. Et je continue à mélanger délicatement. Regardez la Nadine, là on le fait le geste, on va bien chercher la masse dans le fond du récipient et on rabat par-dessus pour bien mélanger l'ensemble et éviter de faire trop retomber notre crème.
Alors le fait de rajouter de la purée de tomates confite dans votre ensemble va quand même ajouter un petit peu d'assaisonnement. Donc méfiez-vous de ne pas trop assaisonner votre préparation, de bien goûter à chaque étape. Voilà, j'ai déjà bien incorporé la purée de tomates séchée. Je viens de mettre le basilic et je continue à mélanger. J'assaisonne ma préparation de sel et de poivre. Do me demande, ma crème est fortement liquide, est-ce normal? Ah bah non, puisque regardez, moi j'ai beaucoup de densité. Donc n'hésitez pas à reprendre une quantité de crème, c'était 15 centilitres, de reprendre 15 centilitres de crème et de remonter votre crème. Voilà notre crème pour le tiramisu de prête. On va la mettre au réfrigérateur, on va récupérer notre sablé. Je mets la crème au réfrigérateur. Je récupère une plaque allant au four. Je coupe le sulfurisé en deux. Je dépose mon sablé sur ma plaque et j'enfourne jusqu'à une belle coloration. Je vous rappelle que le four est à 180 degrés en chaleur tournante. Voilà, on a fini avec le fouet. On va faire la dernière petite préparation que l'on a sur notre tiramisu, c'est-à-dire la réalisation de la chapelure d'olive. Alors pour cette petite manipulation, on va utiliser des olives noires dénoyautées, mais on ne les a pas fait sécher, ces olives noires, donc elles vont un petit peu humidifier votre chapelure. C'est complètement normal. Si vous voulez avoir vraiment quelque chose de bien sec, n'hésitez pas à passer vos olives noires dénoyautées dans un four, dans un four chaud à peu près à 160, entre 160 et 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. Vous allez voir, ces petites olives noires vont perdre leur humidité et vont devenir un petit peu comme des petites billes, des petits cailloux. Justement, quand on les a bien fait sécher, on a l'impression d'avoir des petits cailloux noirs. Eh bien, à mixer avec la chapelure, ça vous fait une chapelure bien homogène et bien sèche. Je vous fais un petit récapitulatif puisqu'on a fait quand même pas mal de choses depuis tout à l'heure. Première chose, on a fait notre sablé qui est maintenant en cuisson. On a récupéré la farine, la poudre d'amande, le beurre et aussi le parmesan râpé. On a mélangé donc l'ensemble du bout des doigts pour faire un petit peu comme un crumble. Ensuite, on a rajouté la pièce d'œuf. On l'a cassé dans notre saladier. On a travaillé la spatule afin d'obtenir une boule de pâte bien homogène. J'ai mis cette boule de pâte dans une feuille de papier sulfurisé. J'ai recouvert l'ensemble. Ensuite, avec un rouleau à pâtisserie, on a étalé notre sablé au parmesan sur à peu près 2 mm d'épaisseur et on l'a réservé au frais. Pendant ce temps, on s'est occupé de la crème pour le tiramisu. On a monté notre crème en chantilly. On a au préalable ciselé le basilic très finement. Donc on a monté notre crème en chantilly. Ensuite, on a incorporé le mascarpone gentiment, la purée de tomate confite, le basilic. On a assaisonné l'ensemble de sel et de poivre et c'est au réfrigérateur. Maintenant, on s'occupe de la chapelure d'olive noire. Alors, chapelure d'olive noire. Je prends un mixeur blender. J'ajoute ma chapelure, mes olives, et je mixe. Alors vu que j'ai peu de matière, on risque d'avoir un petit peu de difficulté à mélanger, donc à mixer. Je récupère une spatule, je remets tout au centre et je recommence. On va se mettre une petite minuterie, tout compte fait pour notre sablé. On va mettre dans un premier temps
un bon 15 minutes pour être sûr quand même de ne pas l'oublier dans notre four. Toujours pensez, si vous n'avez pas de temps de noter là, on vous a noté 15 minutes sur la recette. Mais si vous n'avez pas de temps de noter sur la recette, souvent on vous donne des recettes, sortir du four jusqu'à belle coloration. N'hésitez pas à mettre des minuteries pour déjà vous souvenir que c'est bien dans votre four et aussi pour ne rien brûler et bien contrôler votre cuisson. Ça fait à peu près 20 minutes que nos figues sèches sont dans l'eau. On va les égoutter pour éviter qu'elles soient trop imbibées d'eau quand même. Voilà, ma petite chapelure d'olive noire est prête. Je vais la verser dans un récipient. On débranche le mixeur, on n'en a plus besoin. Je mélange un petit peu du bout des doigts, puisque ma chapelure n'est pas très homogène. Voilà. Et voilà notre chapelure d'olive noire qui va nous servir un petit peu. Vous savez, sur le vrai tiramisu, qu'est-ce qu'on met à la fin? On met du chocolat en poudre non sucrée pour créer un petit peu d'amertume et puis aussi pour colorer joliment notre tiramisu. Eh bien, ça va remplacer le chocolat noir en poudre, notre chapelure d'olive noire. Allez! On jette un coup d'œil dans le four, ça commence légèrement à cuire. Alors, petite précision pour les sablés. Alors les sablés, moi je vais utiliser un emporte-pièce rond, mais pas n'importe lequel, puisque j'ai la chance d'avoir un emporte-pièce de la taille des verres de dressage, puisque je vais dresser mes tiramisu dans ces beaux verres à Bodega. Et donc, regardez, comme vous pouvez le voir, le cercle correspond parfaitement à ma verrine. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir un emporte-pièce de la taille de vos verrines à la maison, eh bien, on prend la verrine et puis ça va vous servir d'emporte-pièce. C'est vraiment la méthode la plus pratique. Mais le fait d'utiliser la verrine, ça la salit un petit peu. Donc, la verrine que vous allez utiliser, n'hésitez pas à bien la nettoyer avant de faire votre montage. Véro me demande, peut-on trouver de l'olive noire séchée en poudre dans le commerce? Pas dans les grandes surfaces encore, mais on arrive quand même à en trouver maintenant dans les épiceries fines. Oui, on arrive à en trouver. Allez, j'égoutte les figues. Bon alors, pour égoutter les figues, c'est très simple. Pas besoin d'utiliser une passoire ou quoi que ce soit. Je retire l'excédent d'eau de mon saladier. Et je mets mes figues de côté, qui ont repris un petit peu en texture. Elles étaient vraiment sèches, elles étaient très dures. Et maintenant, elles sont devenues un peu plus moelleuses. D'où l'intérêt de les mettre un petit peu à réhydrater avant de les travailler. Notre sablé est en cuisson. Il nous reste nos chips de jambon. Alors, les chips de jambon, aujourd'hui, nous allons faire des chips de jambon avec notre jambon Aoste Sélection, jambon de Bayonne Aoste Sélection. Alors c'est Aoste qui a été, vous cherchez les meilleurs de tous les jambons. Ça c'est vraiment très très intéressant. Donc on a du jambon de Bayonne. Alors le jambon de Bayonne dans cette recette est vraiment très important puisque le jambon de Bayonne c'est une IGP. Je vous le rappelle, c'est une indication géographique protégée. Justement, on a un cahier des charges qui est quand même assez important. Donc c'est un jambon qui va être massé juste après l'abattage. Une fois qu'on a la pièce, on va le masser pour avoir vraiment une pièce bien tendre. Ensuite, on va saler ce jambon au sel dessali. Alors c'est un sel qui est très particulier. D'ailleurs, il ne s'appellerait pas jambon de Bayonne s'il n'était pas salé au sel de Sali. Ça, c'est vraiment l'une des caractéristiques les plus importantes de leur cahier des charges. Et ensuite, on le laisse mariner à peu près pendant 2 semaines avec ce sel. Ensuite, on le fait sécher pendant à peu près 7 mois. Alors, quand on descend dans le Pays Basque, on arrive à trouver du jambon de Bayonne qui est frotté au piment d'Espelette. Mais là, on est sur un autre produit. Là, on est vraiment sur l'indication géographique protégée et on a vraiment
un jambon très très intéressant en termes de texture puisqu'il tient parfaitement la cuisson. Hein. C'est le jambon qui tient parfaitement la cuisson. Une petite anecdote là-dessus, moi je vais souvent à Bayonne pour mes vacances et nous ce qu'on aime bien se faire à Bayonne c'est des grosses tranches de jambon de Bayonne assez épaisses avec des échalotes confites à la poêle avec du sel et du piment d'Espelette et on recouvre, on va poêler notre tranche de jambon et on va recouvrir cette tranche de jambon d'échalote. Il n'y a rien de meilleur. Donc c'est vraiment le jambon qui tient le mieux la cuisson et aussi qui va apporter vraiment un côté épicé et salé à notre tiramisu. Donc on va utiliser 3 tranches aujourd'hui. La petite croix basque qui vous prouve bien qu'il vient de Bayonne. Je récupère mes tranches. Alors on fait attention, on évite de les casser. Bon, si on les casse, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on va faire des petits copeaux ensuite de jambon. Donc nous allons utiliser 3 tranches. Donc maintenant, je vais récupérer une deuxième plaque à l'enfour. Une autre feuille de papier sulfurisé. Je mets ma feuille comme ceci sur ma plaque. Et je mets mes tranches de jambon sur mon sulfurisé. Alors, on ne va pas mettre le petit papier blanc. Je referme. Alors, je referme quand même joliment. Je mets mes tranches directement sur ma plaque à l'enfour. On va attendre que notre sablé finisse de cuire. Et ensuite, on va mettre la plaque qui a avec les sablés par-dessus notre jambon et on va les mettre en cuisson. On va remettre une minuterie de 15 minutes pour vérifier notre cuisson. Alors, l'emporte-pièce, on le garde. Alors, on va faire notre montage vraiment en toute fin de recette, vous allez voir. Notre jambon sera cuit, on fera nos petits tiramisu vraiment dans à peu près 20-25 minutes. On va maintenant passer à la recette des palets de jambon. Alors, les palets de jambon, on a vu déjà les figues, 18 pièces de figues qu'on a fait réhydrater dans de l'eau pendant à peu près 20 minutes. Du cerfeuil, une pièce d'échalote, du vinaigre balsamique, des copeaux de parmesan et un petit peu de noisettes concassées. Alors vous allez voir, ça c'est vraiment une recette très facile et vraiment qui va apporter, qui va vraiment faire la différence. Puisque regardez, on est sur plusieurs éléments, on est sur des figues, donc fruits secs, on est sur des noisettes concassées, donc ça va apporter vraiment un petit côté, alors petit côté automnal à vos grandes tranches. Mais voilà, à vos petites pièces, mais c'est les grandes tranches qui vont apporter du soleil dans l'ensemble. Déjà, ça va nous permettre de dresser joliment notre pièce puisque nous allons mettre notre petite farce de figues à l'intérieur des tranches qui vont être serrées par un petit pic en bois. Véro me demande, peut-on remplacer le cerfeuil? J'en ai pas trouvé. Oui, bien sûr. Alors, on pourrait remplacer ça avec un petit peu... pour le côté un petit peu anisé, on pourrait mettre de l'aneth. Si on n'aime pas le côté anisé, puisque le cerfeuil a un petit côté anisé. Si on n'aime pas le côté anisé, persil, ciboulette, ça ira très bien aussi. Évitez la coriandre parce que ça irait pas forcément avec l'ensemble. Aude me demande, avez-vous des idées pour remplacer les figues? Tout à l'heure, il y a une super idée de Mado qui me demande, qui me disait qu'elle avait des abricots secs. Alors voilà, comme il y a beaucoup de grandes idées qui partent d'erreurs ou même de problèmes de trouvailles, et bien là vous avez trouvé les abricots secs, c'est parfait pour remplacer la figue, donc ça ira très bien. Allez, on continue. Donc je vais entamer
la recette avec le taillage de notre petit tartare. Alors quand je dis tartare, c'est qu'on va tailler nos figues en petits dés. On va aussi ciseler notre échalote, c'est-à-dire on va la tailler en petits dés. On va concasser notre cerfeuil. Alors le cerfeuil, on va garder quelques pluches pour notre dressage final pour mettre sur les petites pièces joliment. Le reste, on va le concasser grossièrement. On va mélanger l'ensemble dans un saladier avec le vinaigre balsamique, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va mélanger ça et on va farcir nos tranches, nos grandes tranches de ce petit tartare. Allez, je récupère les figues et on va passer maintenant au taillage. Donc pour tailler les figues, c'est très simple. On les taille dans un sens, puis dans l'autre. Encore 5 petites minutes pour notre sablé. Alors dès que le sablé sort, on récupère soit la petite verrine pour emporte-piécer le sablé ou l'emporte-pièce. DJ Dem me demande, la minuterie est finie, chef, chez vous? Alors si la minuterie est finie, vérifiez bien la coloration de votre sablé. Si votre sablé est encore un petit peu blanc comme le mien, n'hésitez pas à le remettre encore 5 bonnes minutes pour avoir un sablé quand même bien coloré. Je continue mon taillage. Allez, moi il me reste 4 minutes sur ma minuterie. On commence à voir une coloration qui est en train de se faire sur le sablé. On y est bientôt. 4 minutes, ça suffira largement pour finir de cuire l'ensemble. Nadine me demande, puis-je remplacer les figues par un autre légume? On pourrait faire ça avec un petit confit d'oignon rouge, un petit confit d'oignon rouge avec un petit peu de cardamome, un petit peu de 5 épices, on mélange l'ensemble avec un petit peu de vin rouge, on mouille nos oignons au vin rouge, on laisse le vin rouge confire les oignons, on laisse réduire entièrement ce vin. Ensuite, bien sûr, les oignons, on les met au réfrigérateur avant de faire nos petites manipulations, mais ça ira très très bien. Coco me demande, j'ai des figues fraîches, pas de souci. Bah alors Coco, va falloir que il faut me dire d'où vous êtes, puisque avoir des figues fraîches actuellement en France, c'est pas facile du tout. Puisqu'on n'est pas du tout dans la saison de la figue fraîche. La figue fraîche, on est plus sur des saisons. On commence à arriver. On sera plus dans le mois de juillet, fin juillet, début août. Alors le problème, Coco, c'est la qualité de vos figues fraîches. Ça dépend d'où elles viennent. La qualité d'une figue fraîche, elle se vérifie très facilement. Quand vous coupez votre figue en deux, l'intérieur doit être bien rouge, limite sanguin, avec des petits grains à l'intérieur. Et il faut quand même, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir de la garniture à l'intérieur. Si votre figue a une partie blanche très importante et est rosée à l'intérieur, c'est qu'on n'est pas sur une bonne qualité de fruit. Mais ça ira. Le problème, c'est que la figue fraîche va avoir moins de tenue pour la préparation. On va avoir déjà plus de mal à la tailler et puis elle va lâcher plus de jus puisqu'on est quand même sur des figues sèches. Les figues, elles ont été séchées, donc tout le jus de végétation a été retiré. On a simplement réhydraté très légèrement nos figues. Mais comme vous pouvez le voir, on a de la tenue sur nos fruits. Voilà, le petit tartare est taillé. Je le mets dans le saladier.
Et regardez, magie de la télé, je me rince les mains, j'ai fini de tailler ma figue, je nettoie un petit peu mon poste de travail. Il nous reste l'échalote à ciseler, le cerfeuil à concasser et notre biscuit est cuit. Vous voyez, hein, on est dans un timing, parfait. Donc regardez, on a vraiment quelque chose de bien doré. Alors je vais retirer la planche pour éviter de brûler ma planche, bien sûr. Mon emporte-pièce. Et tout de suite, je taille mon sablé. Vous voyez, hein, c'est un biscuit qui est très craquant. Hein, donc veillez vraiment à le tailler tout de suite à la sortie du four, puisque après, on ne pourra plus trop manipuler notre biscuit. On va garder les parures. Hein. Les parures vont venir garnir le fond de nos verrines. Hein. Donc voilà, 6 petits cercles comme ceci. On vérifie bien que nos sablés sont bien détachés du reste. Je fais glisser la plaque, enfin ma feuille de sulfurisé derrière moi. Je récupère la plaque pour les chips de jambon. On remet le four à 180 degrés en chaleur tournante. On va remettre une minuterie. Alors, 15 minutes, tout à l'heure j'ai dit 15 minutes, là on va passer à 12. Hein, puisque comme ça on sera sûr de ne pas brûler, de ne pas trop cuire nos tranches de jambon. C'est parti. Allez, je remets la planche, puisqu'on a encore des petits taillages à faire. Alors le reste des taillages, comme je disais tout à l'heure, on va conserver quelques pluches de cerfeuil pour notre décoration finale. Voilà, celles-là, je les mets de côté. Je récupère le reste du cerfeuil et je le concasse grossièrement avec mon couteau comme ceci. Alors, ce qui est bien avec le cerfeuil, c'est qu'on peut se permettre de laisser les tiges, puisqu'elles sont très bonnes. Elles ont le même goût que les feuilles. Bon, bien sûr, les bases un petit peu grosses comme ça, on n'est pas obligé on ne va pas les mettre, puisque ça risque d'apporter un petit peu trop de croquant. Mais regardez, les petites tiges du cerfeuil apportent vraiment du goût. Donc il ne faut pas les retirer, surtout quand on concasse le cerfeuil et qu'on veut apporter notre cerfeuil dans une préparation comme ici. Donc maintenant, j'ajoute le vinaigre balsamique dans l'ensemble et il ne nous reste qu'à éplucher et tailler l'échalote. Alors pour éplucher l'échalote, on prend un petit couteau. Je ne garde pas les épluchures. Je taille l'échalote en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite, je vérifie où est-ce qu'est la partie bois du légume. Vous pouvez la voir ici, c'est la partie qui est un petit peu plus dure que le reste dans l'échalote. Et cette partie, on ne va pas la mettre. Mais cette partie est très importante pour le taillage du légume, puisque c'est cette partie-là qui permet de maintenir toutes les feuilles, puisque l'échalote, comme l'oignon, ce sont des feuilles qui sont superposées les unes aux autres. Et si on retire cette partie, on aura vraiment du mal à tailler notre légume, puisque les feuilles risquent de bouger les unes sur les autres. Donc on conserve toujours cette partie-là, très important. Donc toujours cette partie vers le haut du taillage, et je taille des fines tranches aux 3/4 du légume.
je fais de même pour l'autre moitié. Toujours hein, en pensant bien à laisser la partie bois vers le haut. Et ensuite, tout dépend de l'épaisseur de votre échalote. Bon là, mon échalote hein, n'est pas très épaisse, donc un coup de couteau dans la largeur hein, suffira largement. Mais si elle est un petit peu plus épaisse, n'hésitez pas à ajouter 1, 2, voire 3 coups de couteau dans l'échalote. Et ensuite, je les taille en petits dés. La petite partie bois, on ne la conserve pas pour notre recette, hein, puisque ça va apporter un petit peu trop de croquant et pas de mieux gustatif. Alors, ces petites parures, on peut se les conserver. Depuis tout à l'heure, je parle de bouillon de légumes avec les tiges de basilic, aussi avec quelques épluchures, on pourrait, avec quelques petites parures de carottes. Eh bien, c'est très bien à mettre dans un bouillon de légumes. Allez, je récupère maintenant mon petit tartare de figues, j'ajoute les échalotes dedans et je mélange l'ensemble. Voilà notre petit tartare de figues de réaliser. Maintenant, on va faire le petit emballage de nos petites pièces aujourd'hui. Et l'emballage, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le jambon Aoste, les grandes tranches. Alors si j'ai choisi ce jambon hein, pour cette recette, c'est parce que justement déjà les grandes tranches, hein, on va pouvoir faire de jolis dressages. Alors tout à l'heure j'en parlais, hein, on va utiliser donc un petit pic en bois. On va tailler nos tranches dans le sens, enfin en plein milieu. Ensuite on va replier nos deux demi-tranches sur elles-mêmes, ça va nous faire une longue bande. Et je vais faire rejoindre les deux extrémités du jambon, piquer l'ensemble. On va le poser directement sur notre assiette de dressage et ensuite on viendra mettre notre petite farce à l'intérieur. Alors on va déjà commencer par deux tranches. Donc soyez bien délicat hein, avec les tranches de jambon pour les garder bien intactes. Mado me demandait les noisettes. Bah, les noisettes, on va venir hein, les mettre par-dessus. Hein, ça ira très bien. Regardez. Donc je taille mon jambon comme ceci en deux. Et avec mon petit pic, comme ceci. Je viens maintenir l'ensemble et on va mettre notre petite farce à l'intérieur de notre jambon. Digidem me demande, peut-on refaire la manip des tranches? Alors de ce que je suis en train de faire, regardez. Donc je coupe en deux. Ensuite, je replie sur lui-même. Si je trouve ça un petit peu épais, je n'hésite pas à replier encore une fois. Je saisis la base de ma tranche. Je passe mon petit pic en bois dedans pour maintenir l'ensemble. Et je pose ça sur mon assiette.
Donc je pince la base de ma tranche, de ma demi-tranche avec le doigt. Et ensuite je passe mon petit pic. Alors, petit pic me permet de maintenir l'ensemble. Hein, vous pourrez le retirer juste avant la dégustation, puisqu'on va pouvoir saisir nos petites pièces comme ceci à la main. On pense toujours à nos tranches de jambon qui sont au four à 180 degrés en chaleur tournante. Je vous rappelle qu'on a mis une première minuterie à 12 minutes. Là, il nous en reste 2 minutes sur le timer. On va bientôt vérifier la cuisson. DJ Dem me demande que peut-on boire avec ces deux recettes. Eh bien, ces deux recettes sont parfaites pour l'apéritif déjà. Hein. Donc forcément, on est sur plus des boissons apéritives. Mais en ce qui concerne le vin, vu qu'on est un petit peu sur un tiramisu, on pourrait peut-être se tourner vers un vin méditerranéen, même pourquoi pas italien. Il y a un vin que j'affectionne énormément qui s'appelle le Moscato d'Asti. Je vous le conseille vraiment avec ces petites pièces, le petit tiramisu et puis les palais de figues, où on pourrait utiliser pourquoi pas un vin de Savoie. Hein. Les vins blancs de Savoie sont un petit peu, ont ce côté fruité légèrement acide qui permet de contrer un petit peu tout le bon salé, le bel assaisonnement qu'on aura sur nos petites pièces. Notre minuterie vient de sonner. Je termine ma dernière petite pièce pour les filles. Très bonne odeur, très bonne odeur. Allez, on va sortir. Je vais prendre un dessous de plat pour éviter de brûler ma planche. Alors ça fait 12 minutes, je vous rappelle. Hein. Peut-être qu'on aura besoin de le remettre encore quelques minutes. Alors ça a tendance un petit peu à coller, hein, puisque un petit peu de gras. Oh non, là, elles sont parfaites, nos chips. Oh, regardez, sur celle du centre, on a vraiment ce côté chips, vous allez voir, en refroidissant. Il ne faut pas vous attendre, quand on sort les tranches de jambon, à avoir tout de suite quelque chose de très solide. C'est en refroidissant que la chips de jambon se réalise. Donc regardez, là il me manque un petit peu de cuisson, comme vous pouvez le voir. Là on a cette belle couleur dorée, et dès que notre jambon sera sec, il va tout de suite devenir très croquant. Mais là sur ces deux tranches, on a cette partie-là qui a pas mal de croquant, celle-là aussi. Mais là, le jambon manque encore un petit peu de cuisson. Donc quand c'est comme ça, on récupère une assiette, on récupère la belle tranche déjà de fait pour les chips. Et je remets l'ensemble au four pendant à peu près 2 minutes pour terminer la cuisson des deux dernières. On va mettre quand même une minuterie, comme ça, ça permet de ne pas les oublier. Et regardez, le jambon, bon, il est encore un petit peu chaud, mais dès qu'il rentre en contact avec
du froid, il prend énormément de croquant. Et puis regardez, hein, regardez cette belle couleur. Hein, on voit toutes les petites aspérités du jambon, cette jolie brillance. Et voilà, là, on va avoir vraiment beaucoup de croquant grâce à notre chips de jambon. Allez, on va finir maintenant les petites préparations. Je vais récupérer le petit tartare de figues et je vais garnir mes petites pièces. Donc je récupère un petit peu de farce. Alors là, j'aurais pu utiliser un ustensile en plus. Aujourd'hui, c'est la petite poche à douille. Hein. Vous savez, c'est ces poches. Alors, je ne sais pas si j'en ai une là. Ah, j'en ai pas. C'est ces petites poches, en V hein, qui nous servent à mettre les crèmes dans les dressages, tout ça. Mais on peut s'en passer. Regardez la preuve. Hein. Avec une cuillère, ça marche aussi très très bien. J'en profite pour retirer les petits pics. Regardez, je farcis, je laisse le pic quand je farcis. Comme ça, mon jambon reste bien en place. Je peux appuyer un petit peu sur ma farce et ensuite, je retire le petit pic. Alors, il risque de nous rester un petit peu hein, d'appareil à figues. Alors, ce n'est pas grave puisque ça, on peut le réutiliser. Hein, par exemple, sur une bonne tranche de pain toasté, hein, ça irait très très bien, hein, cette petit appareil à figues. On pourrait aussi, pourquoi pas, mettre ce petit tartare de figues avec un petit peu de poisson cru, hein, mélangé à un petit tartare de cabillaud. Bon, dans les proportions quand même assez plus poussées vers le poisson que sur la figue, sinon la figue risque d'emporter l'ensemble. Mais on pourrait faire un petit tartare de poisson avec ça. Aussi, pourquoi pas un petit tartare de bœuf aussi, hein, coupé à la main avec ce petit mélange de figues, ça serait vraiment très intéressant. Chantal me demande, faut-il absolument recouvrir le jambon d'une plaque? Jambon d'une plaque. Le jambon d'une plaque. Oui, alors c'est mieux parce que comme ça, le jambon reste bien droit. Hein. Vous avez vu, regardez ma tranche. Hein, elle est bien fine, elle est bien droite. Hein, regardez. Eh bien, ça permet d'avoir justement cette tranche bien droite. Allez, il manque encore un petit peu. Encore très légèrement et on a bientôt terminé. Il nous reste donc à terminer nos petites pièces, nos tiramisu et on va pouvoir passer à table. Ah, j'ai retiré le petit pic avant de la farcir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Les petits pics nous servent vraiment hein, de base pour le montage. Hein. Ils ne sont pas utiles pour la dégustation. Alors je trouve ça magnifique. On a vraiment un petit peu l'idée de la fleur, hein, avec les pétales remplacés par la beauté du jambon, hein, le rose du jambon, et puis le pollen hein, à l'intérieur qui est remplacé par notre petit tartare de figues. Voilà, regardez. Je vous offre une assiette de fleurs, c'est superbe. Allez, je vais récupérer donc les noisettes. J'en mets un petit peu dessus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je récupère un petit copeau de parmesan. Ça vous fait vraiment un apéritif du tonnerre, hein, surtout que là, il fait un petit peu lourd. Hein, on n'a pas forcément un joli soleil. Et bien là, on est vraiment hein, dans ce mélange un petit peu automnal et printanier. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à mettre, pour finir la décoration, je vous rappelle qu'on avait gardé des petites pluches de cerfeuil.
Voilà, notre première assiette de réaliser. Je la mets de côté pour l'instant. Je vérifie la cuisson de mes chips. Ça y est, regardez, on a une belle couleur d'ensemble, hein. On voit que la partie qui était encore un petit peu humide a bien séché. Nos chips sont réalisés. Alors je vais tout de suite les mettre sur mon assiette. De toute façon, on va faire des petits copeaux de chips ensuite. Voilà. Allez, je les mets de côté et on va passer au montage de nos tiramisu. Je retire tout ce qui n'a plus rien à voir avec le montage du tiramisu. Do me demande, on ne retire pas le gras du jambon. Alors, retirer le gras du jambon, c'est pour moi, hein, en tout cas, c'est retirer le pouce d'un enfant dans sa bouche. C'est très important de laisser le gras dans le jambon, c'est ce qui donne aussi de la texture, c'est ce qui donne aussi de la longueur en bouche. Je vous rappelle que le gras fige dans votre bouche et c'est ça qui prolonge le goût. Donc très important de toujours, je dis bien toujours, laisser le gras sur le jambon. Normalement, on a une petite couenne à retirer, mais Aoste a déjà préparé vos tranches. Elles sont prêtes à consommer comme ça, hein, et on a vraiment un très très bon rapport entre le gras et la viande, hein. On est vraiment sur des quantités où il ne faut surtout pas toucher à le gras, puisque la longueur en bouche du jambon est là. Allez, je rince bien mes mains. Je récupère mes verrines. Alors les petites parures de sablé qu'on a gardées tout à l'heure, donc regardez, je les casse à l'intérieur pour créer une base à notre tiramisu. DJ Dem me demande, très belle citation sur le gras du jambon, aussi important que le pouce du bébé. Bah oui, il faut vraiment comprendre ça, hein. Il ne faut pas. Maintenant, on est vraiment sur des cuisines, on est axé et ancré sur des cuisines dites diététiques. Alors, diététique, on ne parle pas de régime, on parle de diététique, c'est-à-dire qu'on ne supprime pas les matières grasses, toujours les laisser, c'est très important pour la santé. Ne supprimez pas le gras de votre régime alimentaire, sinon, eh bien, vous aurez des carences, et puis on n'aura toujours pas ce plaisir de manger. Je vous rappelle quand même qu'il y a du gras qui est quand même très très bon. Et le gras du jambon, c'est le meilleur, hein. Le gras du jambon, c'est le meilleur avec le beurre. Le gras du jambon, c'est le meilleur. Allez, je sors ma crème. Regardez que c'est bien densifié. C'est très très bon. Je récupère ma crème. Je mets une cuillère dans chacune de mes verrines délicatement. Alors quand je dis délicatement, regardez, je n'ai fait que déposer la crème dans la verrine. Je récupère mon sablé qui est un petit peu grand. On va le retailler un petit peu avec notre emporte-pièce qui est... Ah, j'en mets un là. Voilà, et regardez, avec mon sablé, je vais pousser sur la crème pour égaliser l'ensemble. Alors j'ai un petit biscuit, regardez, qui s'est un petit peu brisé, mais ce n'est pas grave. Mado me demande, je trouve que le sablé manque de sel, que puis-je faire? Peut-être c'est de rajouter du sel dans votre préparation. On ne pourra pas ressaler le biscuit sablé, hein, malheureusement. Maintenant qu'il est cuit, on ne peut pas remettre du sel dedans. Par contre, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est de
accentuer un petit peu l'assaisonnement de votre crème pour contrer le côté pas assez salé de votre sablé. Mais faites attention, tout à l'heure je parlais de gras, hein, de garder le gras dans votre régime alimentaire. Par contre le sel, faites attention, hein, on en a assez de sel hein, dans notre préparation. Et puis je vous rappelle, très important, notre chips de jambon qui va assaisonner de sel l'ensemble. Hein, on va venir poser dessus, mais il faudra déguster l'ensemble du tiramisu avec nos copeaux de jambon. Et vous allez voir, hein, là on n'aura pas besoin de rajouter de sel. Voilà. Et je vais maintenant mettre une cuillère de crème sur chaque sablé. Autre belle utilité de la maryse, hein, d'aller chercher aussi l'ensemble des éléments qui nous restent au fond d'un saladier pour ne rien laisser à la machine à laver. Voilà, allez maintenant on va lisser un petit peu la crème sur le dessus comme ceci. Alors pas besoin de trop lisser puisqu'on va venir mettre notre chapelure de parmesan par-dessus. Notre chapelure d'olive noire pardon, par-dessus. Je mets mes verrines devant moi, je récupère ma chapelure. Alors si vous voulez conserver vos tiramisu, hein, n'hésitez pas à mettre la chapelure juste avant la dégustation, hein, de ne pas mettre la chapelure si vous voulez conserver votre ensemble au frais. Hein, sinon, bah, la chapelure va s'imbiber d'humidité. Pareil pour les chips, hein, les chips on les mettra qu'au dernier moment. Regardez, je casse des petits morceaux de chips. Vous avez vu, hein, c'est très cassant. Hein. Tout à l'heure, on avait une chips qui sortait du four, qui était un petit peu souple, mais en séchant, comme vous pouvez le voir. Alors bien sûr, il nous en reste une, on pourrait en rajouter quelques-unes. Et voilà donc nos tiramisu d'été au jambon de Bayonne et nos palets de figues au parmesan avec nos grandes tranches. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je vous invite, si vous n'avez pas pu suivre l'entièreté du cours, à aller regarder le replay sur la chaîne YouTube Aost. Surtout, n'hésitez pas à mettre les photos de vos réalisations sur la page Facebook Aost. Et j'attire aussi votre attention sur cette page Facebook puisqu'il reste encore un cours. Hein. Je vous donne rendez-vous le 4 juillet et petit jeu pour vous sur cette page Facebook, vous pouvez choisir les recettes que nous allons réaliser pendant ce cours de cuisine. Donc juste après le cours, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Allez, je vous donne rendez-vous le 4 juillet. Très bonne soirée, au revoir.
Bonsoir, bienvenue à l'atelier des chefs ce soir pour un apéritif à Aoste. Je vous invite à me suivre. Voilà pour vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous. Ce soir, cours un peu spécial puisqu'on a travaillé en partenariat avec Aoste. L'idée, en fait, c'est de se servir des produits, différents produits Aoste, comme base en fait de cuisine. Parce que Aoste, tout le monde connaît, et il y a aussi en fait un réel sérieux derrière au niveau de la sélection. Donc, au niveau des recettes, on aura un risotto aux fenouilles. On aura aussi donc, les fameuses cigarettes à la brousse. Donc ici, on a de la brousse de brebis qu'on va travailler avec un petit peu de basilic, et on roulera tout ça donc avec les tranches de jambon et la feuille de passe-passe. On fait revenir un petit peu dès que vous voyez que oignons et fenouil commencent à être bien brillants. On soulève ensuite délicatement le cercle. Très bonne soirée avec des bons produits et surtout des petites techniques pour apprendre à cuisiner. C'est une marque qui est connue, qui a une bonne réputation, les produits sont de qualité, donc voilà, c'est une marque de confiance. Très instructive, et puis on se rend compte qu'avec des aliments simples, on peut faire des choses super bonnes, donc ça fait plaisir. Et le résultat est fabuleux, c'est vraiment très bon. Ça donne envie après de cuisiner à la maison, de repas. J'en achète déjà habituellement, donc je découvre pas spécialement, mais oui, je vais continuer à en acheter.